Je suis censé faire une petite critique de Dragon, le remake du film d'animation qui est sorti ce 11 juin en salle. Mais ça ne va pas être possible. Et je vous explique pourquoi. Si vous regardez régulièrement cette chaîne et que vous voyez Déborah approcher un peu plus du burn-out à chaque vidéo, flashback. Bon, on a vu Mufasa. Refaire Blanche-Neige, c'était pas une bonne idée. C'est un film assez foutraque. End of flashback. vous savez qu'on n'est pas hyper friand des remakes en prise de vue réelle de Disney. Mais je ne vous apprends rien en vous disant qu'elles marchent. Alors ouais, on parle beaucoup des fois où ils se plantent, comme Blanche-Neige et les 7 polémiques à la seconde, mais quand ça marche, ça marche. Preuve en est de Lilo et Stitch qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc 12 jours à peine après sa sortie américaine, a déjà cumulé 627 millions de dollars et s'envole tranquillou vers les cimes du box-office, le tout malgré la concurrence de Mission Impossible et de Karate Kid aux États-Unis. Il fallait donc bien qu'ils donnent des idées à leurs rivaux et c'est désormais chose faite avec Dragon, réalisé par Dan DeBlois, auteur du premier film de 2010, mais aussi de Lilo et Stitch, l'original. C'est ce qu'on appelle une filmographie intemporelle. Donc Déborah et moi sommes allés à la projection, assez curieux quand même car on adore tous les deux le film original. Je pense à titre personnel que la trilogie est le chef-d'œuvre de l'animation grand public américaine des années 2010, et le dernier volet m'a infligé une des plus grosses chialades de ma vie quand je suis allé le voir en 2019, parce que je suis un homme, mais j'ai des fêlures. Mais quand je suis sorti de la projection de celui-ci, pour la première fois dans ma carrière, je ne savais vraiment pas quoi en penser, et surtout, quoi en dire. Et ce n'est pas parce que c'était trop mauvais, ou même parce que c'était trop bien, c'est parce que c'est la même chose. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler d'un super film dont on est partenaire. Et ce film, c'est Normal Family, un film sur une famille, vous l'avez deviné, tout sauf normal. Enfin, au début, c'est une famille normale. On suit 2 frères, chacun ayant sa petite famille. L'un est avocat, qui fait pas ça par passion, on va dire. Et l'autre est un médecin beaucoup plus vertueux. Les 2 couples se retrouvent régulièrement dans un restaurant ultra luxueux, essayant de passer outre leurs petits différends. À première vue donc, c'est une satire maligne de la petite bourgeoisie et de leur rapport, on va dire, ambigu, ironique à la moralité, ce qui n'est pas super étonnant quand on sait que le réalisateur Urgent Ho a déjà à son actif une adaptation des Liaisons dangereuses, mais d'un coup le film nous prend par surprise et vire de bord pour révéler son vrai sujet, la manière dont cette petite bourgeoisie se transmet. La structure est vraiment excellente car tous les petits désaccords et tensions qu'on pensait au cœur des enjeux vont carrément dégénérer. Le film nous montre alors ce moment où la violence symbolique devient la violence tout court et où la déconnexion finit par échapper à tout contrôle, y compris auprès de la génération précédente. Ça ne marcherait pas du tout si le scénario ne décortiquait pas plus que ça ces personnages, mais il le fait en fait super bien, s'amusant progressivement à retourner leur vice caché contre eux-mêmes. Assez génial d'ambiguïté dans sa dernière partie, A Normal Family est la définition même du thriller domestique efficace et pertinent. Il est sorti ce 11 juin 2025 dans les salles françaises, et je vous le conseille. Dragon, version 2025, est le même film que Dragon, version 2010. Le design des dragons, c'est littéralement les mêmes. Ils ont même pas vraiment essayé de les rendre plus réalistes. Les personnages, ben c'est les mêmes, à la natte de cheveux près. Franchement, si c'était un concours de cosplay, ils seraient tous ex aequo. Mention spéciale pour Nick Frost, qui est vraiment ultra bien casté en gueule fort. Et Gerard Butler, bah c'est le même, puisqu'il reprend carrément le personnage auquel il prêtait sa voix dans le premier. Les décors, c'est les mêmes. Le scénario, le même, à la scène près. Les dialogues, parfois c'est texto les mêmes, et la musique, franchement c'est tellement exactement la même qu'on se demande pourquoi ils l'ont réenregistré. À ce stade, ils avaient juste à prendre la playlist sur YouTube, à aller sur convertir à mp3.com, à fermer le pop-up qui veut te vendre un jeu hentai, et appuyer sur télécharger. Alors ok, il y a quelques micro-changements que je peux lister. La mise en scène notamment a un feeling plus intense dans les scènes de vol, qui sont de fait effectivement vraiment à couper le souffle. Et le climax comporte quelques mini-scénettes amusantes en plus. On peut aussi relever un tout petit peu de relief ajouté à Astrid, ainsi qu'un personnage archi secondaire, qui grommelle 2 répliques et qui ajoute un tout petit peu au côté viriliste débile des Vikings. Mais c'est vraiment des micro-détails dans une copie carbone. Et ça, c'est selon moi une véritable impasse critique. Parce que Dragon, ouais, c'est bien quoi.
Alors comme d'habitude, il faut passer outre l'étrangeté d'un imaginaire très cartoonesque, rentrer un peu au forceps dans une esthétique réelle, mais une fois qu'on oublie ça, c'est Dragon quoi, hein. Toutes les choses que je viens de citer, elles sont bien. Dragon, c'est génial, la musique est géniale, les thèmes sont géniaux, et moi, je peux rien dire de plus. Encore, les remakes Disney, ils ont assez de défauts pour qu'on puisse vraiment les critiquer. Finalement, à chaque fois, ils essayent de reproduire ce qui fait la qualité des films originaux, et à chaque fois, ils se plantent. On se rappelle des lions photoréalistes du Roi Lion qui vident l'original de son anthropomorphisme et de ses émotions. Du coup, à chaque fois, on peut dire, ouais, c'est pas original, et en plus, ils n'arrivent pas à atteindre le niveau de leur modèle. Sauf que là, franchement, ils ont à peu près réussi, hein. Dragon ressemble comme 2 gouttes d'eau à Dragon. Et en soi, c'est effectivement un accomplissement. C'est l'occasion de relever le boulot dingue qui est abattu par les production designers, donc les gens en charge de la direction artistique visuelle du film, ainsi qu'aux décorateurs, dont on parle assez peu en général. Un peu comme les artisans de The Last of Us qui répliquent les environnements du jeu au pixel près, faut reconnaître que c'est vraiment du très bon boulot. C'est des copistes de génie quoi. Mais est-ce que c'est suffisant pour en faire une belle œuvre d'art? Est-ce que les copies quasi parfaites de telle ou telle œuvre ont vraiment un intérêt par-delà la valeur mercantile de la contrefaçon? C'est un débat aussi vieux que l'art et en vrai, moi j'ai pas grand chose à faire d'autre que de dire c'est pareil. Je sers un peu à rien vu que pour critiquer un film, il faut s'arrêter sur ses différentes composantes, sur ses différentes caractéristiques, sur ses objectifs narratifs, ses objectifs thématiques ou esthétiques. Et ce film n'a qu'une composante, une seule caractéristique et surtout un seul objectif, recopier le film original. Et ils ont atteint cet objectif. Voilà, c'est tout. En fait, ça me fait penser à Psychose. Oui, à Psychose, le film d'horreur. Et non, c'est pas une comparaison bête. Promis. En 1998, Gus Van Sant, qui sortait du succès de Good Will Hunting, a fait un remake du classique absolu de Alfred Hitchcock. Un remake, plan par plan, en couleur. C'est-à-dire que c'est exactement le même film, mais refait modernisé. Déjà à l'époque, on se demandait, mais pourquoi ? Le chef-op Christopher Doyle, donc génie absolu dont je vous conseille toute la filmographie, avait répondu pour le site du musée Reverse Shot. Psychose n'est pas un film, c'est une œuvre conceptuelle. Traduisez, l'intérêt n'est pas de revoir Psychose, mais dans le fait de réfléchir à pourquoi referait Psychose et quel effet ça a vraiment de revoir un film qu'on connaît tous. Par cœur, en couleur. C'est une pure expérimentation autour d'un morceau de pop culture, comme un peu les installations de Douglas Gordon, qui a tiré Psychose pendant 24 heures. On peut évidemment rapprocher ça du pop art, qui serait approprie avec humour la logique de multiplication industrielle au cœur de la culture contemporaine. Gus Van Sant lui-même disait en 98 à Entertainment Weekly, à chaque fois que j'allais à Universal, donc les studios, il y avait un gars avec une liste de vieilles séries B dont il voulait un remake. Donc en réaction, j'ai suggéré qu'il trouve un film vraiment bon et qu'il ne change rien. Je me suis dit que ça ferait un objet pop intéressant. Et en effet, malgré la haine qu'il a générée, je trouve que son Psychose est effectivement un objet pop intéressant. On pourrait en dire autant de Dragon et de sa reconstitution live d'un film d'animation désormais bien absorbé par la culture pop. Mais autant vous dire que Dan DeBlois, le réalisateur, n'a pas du tout les mêmes ambitions. Mais alors, pas du tout. Dans The Wrap, il disait « Universal voulait revisiter cette histoire, l'idée c'était on va le faire, faisons-le bien ». Traduisez, Universal a imposé un remake, quitte à ce qu'il existe, autant faire ce qu'on peut pour le rendre meilleur que par exemple Lilo et Stitch, pour lequel d'ailleurs ils l'ont pas contacté. Surprise, choc et sidération, Dragon est juste un moyen de capitaliser un max sur une franchise hyper populaire, ce dont DreamWorks a bien besoin car ils ont vraiment du mal à trouver une saga pour prendre sa succession, un peu comme Disney. Et oui, et comme Disney, ils vont s'en mettre plein les fouilles, car sur ces méga franchises familiales, les profits vont bien au-delà du box-office. Encore une fois, le cas Lilo et Stitch. Disney a révélé que les ventes de merchandising avaient grimpé jusqu'à 2,6 milliards pour l'année fiscale 2024 contre 200 millions 5 ans avant. De quoi en faire l'une des 10 franchises les plus lucratives de la galaxie Mickey. Imaginez ce que va générer ce bon croque-mou, ne serait-ce qu'en vente de peluches. Tu m'étonnes qu'ils ont gardé le design. Et évidemment, tout le monde le sait, mais comme d'habitude, il y a des arguments pour justifier l'existence de cette copie, par-delà son attractivité financière. Certains diront qu'une histoire qui nous raconte comment l'empathie peut vaincre l'obscurantisme ne fait pas trop de mal au monde occidental en ce moment, même s'il s'agit d'une piqûre de rappel, et c'est pas complètement faux. D'autres diraient qu'une nouvelle génération pourra découvrir Dragon, mais Dragon, ça a 15 ans, c'est encore hyper actuel, même pour les jeunes générations. Alors oui, il y a un petit décalage technique, c'est le problème de l'animation 3D, mais du coup ça veut dire qu'il faudrait upgrader les films régulièrement pour ne pas perdre l'attention du public
Un peu comme les jeux FIFA, ces arguments s'entendent, mais on revient à la question de la copie conforme et de ses qualités artistiques. Vu comme ça, Dragon et les autres divertissements familiaux ne seraient que des machines upgradées par pur utilitarisme. Voilà, après l'iPhone 8, l'iPhone 9, après Dragon 2.0. Alors est-ce que j'ai passé un bon moment devant le film? Bah oui, carrément, comme je passe un bon moment devant le premier film. Et encore une fois, certains micro-détails dans la mise en scène donnent vraiment une autre dimension à certaines séquences. Puis si vous avez jamais vu Dragon, vous risquez de passer une très bonne séance. Mais je sais vraiment pas quoi dire, parce que pour moi c'est moins un geste artistique qu'une banale mise à jour. Et c'est d'autant plus ironique que Dragon parle aussi de ça. Il parle d'arrêter de se réfugier dans une tradition passée et stérile pour privilégier une approche neuve, pour vraiment réimaginer une culture plutôt que d'en faire une chapelle indéfectible. Mais faut croire que le sens d'un film se vend beaucoup moins que ses gimmicks. Ça fait des décennies qu'on déplore l'ère des suites, peut-être qu'on est rentré dans l'ère des clones. Bien après la sortie de Psychose en 2003, Gus Van Sant était revenu sur l'expérience dans AV Club. Il disait « L'autre but du film, c'était de voir si le studio pouvait faire de l'argent avec. Et c'est allé à peu près. Ce n'était pas un désastre. Le projet était conçu de manière à voir ce que les studios feraient si quelque chose comme ça faisait de l'argent. Est-ce que ça deviendrait une habitude, faire des remakes plan par plan d'autres films? C'était plus une sorte de blague. Eh bien, la blague est finie et les studios pourraient bien en faire une habitude. Alors on peut prendre un plaisir quand c'est bien fait, et c'est indéniablement bien fait dans ce cas, et j'ai pris du plaisir dès la première note de thème principal bien sûr, mais bon, la démarche est quand même un peu tristoune. Pour un avis plus classique, je vous renvoie à la critique de Déborah sur le site où vous pouvez également vous abonner, ce qui vous donnera droit à des articles exclusifs et désormais à un podcast juste pour vous, qu'on vient d'enregistrer et qu'on vous enverra cet été. Ah, et puis ça nous soutiendra, ce qui est plutôt cool aussi. Et si vous voulez continuer sur le sujet des remakes live action, on a consacré une vidéo à tous les problèmes du modèle Disney. Salut!